Quand on parle d'internet, on pense souvent à un lieu de liberté, un endroit où chacun pourrait partager ses idées, se divertir, apprendre ou encore créer des liens. Et sur ce vaste océan numérique, Reddit est devenu l'un des espaces les plus influents et mystérieux. Avec des millions d'utilisateurs actifs et des communautés qui couvrent absolument tous les sujets inimaginables, Reddit est présenté comme la page d'accueil d'internet. Mais derrière cette belle façade d'échanges et de débats passionnés, il existe un revers bien plus sombre, bien plus inquiétant. Car Reddit, ce n'est pas seulement des forums drôles, des discussions entre geeks ou des conseils pratiques. C'est aussi un espace qui, par sa taille et son anonymat, permet à certaines communautés troublantes de se développer dans l'ombre. Des communautés qui témoignent d'une face cachée d'Internet, souvent dérangeante et parfois même dangereuse. Plongeant dans ce côté obscur, j'ai découvert à quel point Internet pouvait refléter nos peurs, nos pulsions, mais aussi nos fragilités les plus profondes. Ce qui, au départ en tout cas, ressemblait à de simples forums de discussion tranquilles, peut parfois se révéler être les portes d'entrée vers des réalités qu'on préférerait ignorer ou ne jamais avoir connues. On pense être spectateur derrière son écran, derrière son clavier, mais ce qu'on trouve là et ce que j'ai trouvé en fouillant un petit peu sur Reddit, t'en ressors pas indemne, personne n'en ressortira indemne. Certains endroits m'ont donné la sensation de franchir un seuil invisible, un peu comme s'il n'était plus seulement connecté à un site internet, mais invité dans un espace où règnent des obsessions, des souffrances et des fascinations qu'on ne devrait peut-être jamais voir ni entendre. Ce n'est pas simplement de la curiosité morbide, c'est une plongée dans des zones grises de la psyché humaine, où parfois tout semble permis. Et ce qui rend ces communautés encore plus troublantes, c'est leur accessibilité. Pas besoin de naviguer sur le darknet, pas besoin de pirater qui que ce soit. Il suffit juste de quelques clics, d'un lien partagé au mauvais endroit, ou d'une recherche bien précise pour tomber sur des discussions ou des images qui marqueraient les esprits les plus faibles à tout jamais. Dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi, les amis, explorer tout ce côté sombre de Reddit. Non pas pour choquer, attention, surtout pas de choquer gratuitement, ni même pour glorifier ce que j'ai pu découvrir, mais au contraire pour comprendre, on va dire. Pourquoi des milliers de personnes y participent activement et ce que ça dit aussi sur notre rapport au monde numérique. Car Internet, c'est pas seulement une fenêtre ouverte sur la connaissance et le divertissement, ça serait trop beau. C'est aussi un miroir, parfois brisé, de notre société, mais aussi de ses dérives les plus inquiétantes. Et c'est bien là qu'est tout le problème. Et Reddit, malgré sa réputation de plateforme de discussion libre, illustre parfaitement cette dualité. À la fois un lieu d'entraide, d'échange, et en même temps un abîme dans lequel certains finissent par se perdre à tout jamais. Bienvenue les amis sur mon enquête sur l'autre visage de Reddit. Vous savez, en racontant des histoires aussi sombres que celles qu'on visite sur Peur 2.0, celles dans lesquelles je vous emmène assez régulièrement, et surtout dans la vidéo que vous vous apprêtez à voir qui parle de Reddit, du côté sombre de Reddit, je me rends souvent compte d'un truc. La vraie horreur, c'est pas toujours ce qu'on voit sur internet, c'est parfois ce qu'on vit au quotidien. Moi, par exemple, entre la vie de famille, mon taf et YouTube, les semaines à rallonge et les nuits trop courtes, c'est devenu la norme quotidienne. Et parfois, franchement, ça craque. J'ai eu des phases où je me reconnaissais plus, fatigue extrême, envie de rien faire et surtout je me suis rendu compte qu'aujourd'hui ce genre de spirale ça peut avoir un vrai coup physique, certes, mais surtout mental. C'est pour ça que sur la chaîne, je trouve ça important qu'on parle sans tabou de santé mentale. Et justement, cette vidéo elle est sponsorisée par BetterHelp. C'est une plateforme de thérapie 100% en ligne, pensée pour des gens comme toi et moi qui jonglent avec 1000 trucs tous les jours. Mais BetterHelp, c'est pas juste de la thérapie en ligne. C'est une plateforme qui te met en contact avec le thérapeute le plus adapté à tes besoins. Et pas juste le premier qui va être disponible. Du coup, ce que j'aime bien avec BetterHelp, c'est que tu gardes complètement le contrôle. Tu vas pouvoir choisir le format qui te convient, visio, appel ou même message écrit. En plus, tu peux faire une pause quand tu veux et surtout, tu peux changer de thérapeute à tout moment, sans frais supplémentaires si tu sens que le feeling n'est pas là. Le processus il est hyper simple, tu remplis un questionnaire pour faire un peu le point, pour expliquer où t'en es et voir ce que tu traverses actuellement. Puis BetterHelp te met en relation avec un thérapeute certifié par l'agence régionale de santé, l'ARS, qui va correspondre à ton profil, à toi, et tu vas commencer à ton rythme, à toi. Et entre les séances, tu peux même écrire à ton thérapeute par message et il te répondra dès qu'il pourra. En gros, t'es jamais seul avec tes pensées. Du coup, si toi aussi tu veux passer le cap et découvrir BetterHelp, clique sur le lien sous la vidéo, je le mets dans le premier commentaire ou alors tout simplement dans la boîte de description. Ça peut être une vraie première étape, un vrai point de départ et ça va te permettre de bénéficier de 10% de réduction sur ton premier mois. Donc regarde dans la description ou le premier commentaire épinglé. C'est parti pour la vidéo. Le jailbait.
Si aujourd'hui le mot jailbait ne vous dit rien, sachez que sur Reddit, ce terme formé de deux mots, jail, prison, et bait, a suscité beaucoup de peur et de controverses lors de son apparition en 2011. Il désigne littéralement une personne qui attire, mais dont l'intérêt peut conduire en prison, car elle est trop jeune. C'est un terme extrêmement sensible, souvent utilisé de manière péjorative ou problématique, car il touche directement à la sexualisation des mineurs, si vous ne l'aviez pas encore compris. Tout cela remonte au début de l'année 2011, lorsqu'un utilisateur du subreddit rjailbait a publié une image provocatrice d'une mineure. Et ce qui a suivi est encore plus choquant. Une vague d'utilisateurs de Reddit s'est empressée de contacter l'auteur du thread en question en message privé pour lui demander d'autres photos de la jeune fille, qui était clairement mineure. Et comme on peut malheureusement s'en douter, la majorité, voire l'ensemble de ces personnes étaient, quant à elles, bel et bien majeures. Mais même si aujourd'hui le subreddit jailbait a été totalement banni, condamné et supprimé de la plateforme, il faut comprendre qu'à l'époque Reddit ne comptait peut-être qu'une douzaine à une cinquantaine d'employés. Les conditions d'utilisation et les politiques de contenu de l'époque n'interdisaient pas explicitement ce genre de publication. Donc le bannissement n'a pas été immédiat et quand il est arrivé, il n'a pas calmé les choses. Au contraire, il a attisé la curiosité et il a alimenté encore davantage les discussions et le partage autour de ce contenu malsain. Là, contre toute attente, en voulant enquêter un peu plus précisément sur le sujet du jailbait et observer un petit peu, tout simplement l'évolution de cette communauté aujourd'hui, j'ai eu une surprise glaçante. La fermeture du subreddit jailbait par les administrateurs en personne n'a pas du tout fait disparaître le phénomène. Au contraire, ça l'a attisé et ça n'a fait qu'augmenter la curiosité des gens et renforcer, malheureusement, l'engouement autour de son contenu. Aujourd'hui, les adeptes se montrent simplement plus discrets, conscients qu'ils risquent non seulement un bannissement, mais aussi de possibles poursuites judiciaires dans la vraie vie. Et pourtant, en seulement quelques clics, j'ai pu tomber sur plus d'une trentaine de contenus similaires. Pour commencer, par exemple, j'ai trouvé ce screen où la personne à l'origine du post sur le subreddit explique et argumente pourquoi, selon lui, l'hébéphilie serait quelque chose de complètement normal et naturel. Des propos suivis d'arguments qui semblent tout droit sortir d'un autre monde. Il commence son post en disant, et accrochez-vous bien, que niveau biologique, une femme devient très fertile dès le début de son adolescence. Et il dit que cette fertilité diminue immédiatement avec l'âge. Et de la même manière, les risques des défauts génétiques augmentent. Le redditeur dit qu'il est connu que les hommes aiment les corps minces, les jambes fines, la peau claire, les visages mignons avec de grands yeux, la virginité, la naïveté et la loyauté. Il dit que tout ça, ce sont des traits de jeunesse et il dit que nous sommes biologiquement programmés pour désirer ça. Et ce que je vous dis là, je l'invente pas, tout ça, ça sort directement de la bouche de la personne à l'origine du post, qui est, je pense, probablement un homme au vu de sa manière de s'exprimer. À la fin, il va même s'en prendre aux femmes plus âgées en expliquant pourquoi, selon lui, elles détestaient les hébéphiles. Un discours qui, à n'en pas douter, reflète parfaitement l'état d'esprit du créateur du subreddit. Et c'est débile. La conclusion de son message est absurde, complètement, et en même temps, elle est glaçante. Ensuite, il en vient à se demander pourquoi les femmes plus âgées détesteraient les hébéphiles. Selon lui, elles prétendent que c'est immoral, dégoûtant, creepy, et ainsi de suite. Mais d'après ses propos, il ne faudrait pas croire à ce discours. Tout cela ne serait qu'un prétexte pour dissimuler, toujours, d'après lui, la véritable raison. La jalousie des femmes plus âgées. Il dit aussi que l'horloge biologique des femmes tourne et elles seraient parfaitement conscientes de leur perte de valeur avec l'âge. Ce sont vraiment des propos difficiles à lire, je suis pas très serein en vous le disant, mais au moins vous savez ce qui se cache sur le côté sombre de Reddit. Il va même aller encore plus loin en prenant l'exemple d'une femme de 25 ans qui, d'après lui, se sentirait inférieure à chaque fois qu'elle croiserait une adolescente de 15 ans jugée mignonne. Il décrit les femmes plus âgées comme égoïstes, ça n'a aucun sens, et il dit qu'elles sont incapables de supporter que d'autres, plus jeunes, profitent des mêmes avantages qu'elles. C'est pourquoi, et j'insiste, toujours selon lui, elle chercherait à supprimer toute la concurrence. Il va donc conclure son message horrible sur Reddit avec une phrase glaçante. Voilà pourquoi elles sont si actives contre l'hébéphilie, même si elles-mêmes fréquentaient déjà des mecs plus âgés, à 15 ans. Et contrairement à tout ce que l'on peut penser, les commentaires sous son post ne valent pas mieux. On pourrait penser qu'il allait se faire exploser par les gens. Mais non, au lieu de le conseiller, au lieu de le ramener à la raison ou simplement de réagir face à son discours dangereux pour la société, eh bien les utilisateurs présents se sont mis à l'encourager. Certains lui donnaient raison en affirmant que les femmes plus âgées, effectivement, elles détestaient la compétition, tandis que d'autres allaient jusqu'à dire que les jeunes filles étaient parfaites pour ceux qui n'arrivaient pas à avoir de relations, contrairement aux femmes adultes jugées trop expérimentées. Bref, rien de sensé là-dedans, pas un seul commentaire qui fasse du sens, et pas une voix pour s'opposer surtout, rien que d'autres échos inquiétants d'approbation. Et honnêtement, entre nous, j'ai du mal à croire que nous partageons le même monde que ces personnes-là. Elles ont un travail, une famille, peut-être même des enfants, des amis, et elles mènent une vie en apparence pas complètement classique, complètement normale, comme vous
et moi. Et le problème, c'est que du coup, c'est ça en fait, c'est monsieur tout le monde, c'est monsieur personne, et ça pourrait être n'importe qui autour de nous. En notre présence, on pourrait rien voir, elles ne vont rien laisser transparaître, aucune raison de les soupçonner, mais une fois rentrées chez elles, une fois derrière leur petit clavier, caché derrière l'écran de leur ordinateur, elles vont se livrer à ce genre d'absurdité. Pire parfois que ce genre d'absurdité, en franchissant la limite de simples images pour aller, souvent, bien plus loin. Après le bannissement du subreddit AirJailbait, de nombreuses communautés ont tenté par la suite de faire perdurer ce type de contenu sur la plateforme. Il y a eu des alternatives, comme par exemple Pics of Kids, que je ne traduirai pas, Pics of Jailbait, que je ne traduirai pas, ou encore Asian Jailbait, qui ont vu le jour avant d'être eux aussi supprimés à leur tour. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, je ne citerai et ne donnerai aucun lien ni ressources permettant d'accéder à ce genre de contenu. Les noms mentionnés ici sont soit modifiés, ou alors en tout cas ils sont publiquement disponibles et ne vous amèneront nulle part. Ça concerne uniquement des communautés déjà bannies qui n'existent plus. Et là, j'aimerais vous dire que l'histoire s'arrête ici, sauf que c'est pas le cas. Encore plus profondément sur le sujet du jailbait, je suis tombé sur un post au titre anodin en apparence qui disait « J'ai trouvé un vieux fil de discussion grossier sur Reddit ». Ok, j'ai cliqué dessus, et le subreddit en question datait seulement de 4 mois. Et à première vue, le titre n'avait rien du tout en lien avec mon sujet de recherche. Pourtant, c'est en tapant simplement le mot jailbait dans la discussion que je suis tombé dessus. J'ai donc investigué, je me suis un petit peu renseigné, j'ai fouillé, et en cliquant, je suis tombé sur un utilisateur qui, apparemment, venait tout juste de découvrir le concept. Il avait appris que le subreddit jailbait avait été banni et semblait presque s'en réjouir. Mais en parcourant les discussions, il est tombé sur un autre post, quelqu'un qui parlait encore une fois de jailbait, mais cette fois d'une manière très différente de ce qu'on aurait pu espérer. Et vous me connaissez, j'aime aller en détail dans ce que je fais, donc impossible pour moi d'ignorer cette piste. Je devais absolument aller voir ce post, comprendre ce qu'il s'y disait peut-être et avancer un peu plus dans mon enquête, tout en espérant ne pas tomber sur du contenu explicite parce que le sujet est bien trop sensible. Alors je clique sur le lien qui est laissé par l'utilisateur et je tombe sur ce site. Cher Reddit, pourquoi AirJailbait a-t-il disparu? À première vue, c'est un post plutôt banal, c'est une simple question qui était adressée à la communauté pour comprendre pourquoi le subreddit avait disparu. C'était tout, à la base. Mais soyons honnêtes, la réponse, on la connaît, on sait pourquoi ce subreddit a disparu. Pas besoin d'un fil de discussion pour savoir pourquoi le subreddit jailbait a été supprimé. Et pourtant, tout ce que j'ai découvert en creusant un petit peu, ça n'avait rien d'anodin. Vous connaissez l'histoire, j'ai regardé les commentaires et dans les commentaires du post, on pouvait voir défiler une horde d'utilisateurs affamés, incapables de réfléchir, qui ne faisaient que de partager des liens vers d'autres groupes Reddit du même genre que AirJailbait, mais complètement déguisés. Et honnêtement, rien qu'à lire leur nom, on comprend vite que ce n'était rien de soft. Au contraire, certains donnaient même de quoi s'inquiéter sérieusement, comme par exemple Pics of Kids, que j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Et le pire, c'était même pas ça. Enfin, c'est déjà pire depuis longtemps, mais dans les cas précis, dans certains cas bien précis, l'utilisateur ne se contentait pas simplement de donner des groupes déjà bannis, il a carrément posté un lien Mediafire comprenant une archive à télécharger. En cliquant sur son lien, je suis redirigé directement vers une page de téléchargement donc, et le fichier en question faisait environ 374 MO. C'est une taille plutôt conséquente, surtout qu'à ce stade, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais vous, mon audience, vous êtes intelligent et vous savez ce qu'il y a dedans. Mais à part le commentaire accompagnant le lien qui disait simplement « Il faut absolument que vous regardiez ça », rien n'indiquait la nature du contenu, si ce n'est l'endroit où on se trouvait. Aucun indice, aucune précision, mais avec l'ambiance étrange qui régnait déjà dans le fil de la discussion, ainsi que le sujet dont il était question, je pouvais qu'avancer avec une extrême prudence. Maintenant, les amis, je vais vous demander de faire très attention, parce que ce que j'ai découvert dans ce fichier est tout simplement hallucinant. On y retrouve des photos de jeunes filles, pas forcément sans vêtements, mais au final ça n'a aucune importance, c'est déjà beaucoup trop loin, la frontière a été franchie depuis bien longtemps, et certaines photos sont vraiment horribles à regarder. Évidemment, je vais rien montrer, je vais rien partager, parce que d'abord, certaines photos sont tout simplement tout simplement trop, et surtout, je suis totalement opposé à cette absurdité qu'est le jailbait. Il y a rien de plus débile, il y a beaucoup de choses plus débiles, mais je veux dire, c'est horrible, et je suis de toute façon contre toute forme de pédophilie, de faire pression avec des moyens moraux ou immoraux, ce genre de choses. Donc, je pense vraiment que ce type de contenu est condamnable, il l'est d'ailleurs, et ça doit être fortement rejeté. J'ai donc téléchargé le petit fichier Mediafire, et je me suis retrouvé face à des centaines d'images. On y trouvait pas moins de 190 photos de très jeunes filles, clairement en dessous de 18 ans, et j'ai
presque envie de dire que je m'y attendais. Évidemment, j'ai rien ouvert, j'ai rien fouillé en détail, j'ai juste vu les noms de dossiers avec les petits pictogrammes qui s'affichaient, mais on voyait de tout, des images, des choses qu'on pourrait retrouver sur TikTok par exemple, ou sur Instagram. Il y avait aussi des photos prises à leur insu au vu des noms, et certaines photos de famille zoomées sur la petite fille en question. Bref, c'est un fichier qui m'a laissé dégoûté, voilà, j'ai dû faire une pause, et en revenant, un peu plus tard sur le même post subreddit, j'ai remarqué que le commentaire avait disparu. L'utilisateur a sûrement retiré son message, ou bien il a juste été signalé en masse par d'autres, ce qui a fini par entraîner sa suppression à cause de son comportement, et surtout à cause de ce qu'il partageait. Cela ne laisse d'ailleurs aucun doute, on en vient forcément à se questionner sur l'identité de cette personne. Est-ce qu'elle était attirée par ce genre de contenu, ou est-ce qu'elle faisait partie d'un énorme groupe impliqué dans ce concept horrible? En tout cas, elle a disparu du jour au lendemain, et sa disparition nous a laissé sans réponse. Il est parti, sans donner de nouvelles, sans possibilité de le retrouver, ou en tout cas de le mettre face à ce qu'il a fait. Et surtout, on n'a pas pu débunker le mystère de ce dossier qu'on a téléchargé, et que j'ai supprimé de la manière la plus rapide possible, et que je n'espère jamais retrouver. Et si vous pensiez les amis que le côté sombre de Reddit se résumait uniquement à des pédophiles, des pervers et à des discussions centrées sur du contenu sexuel sensible, mais vous avez tellement tort, car, et je l'ai appris à mes dépens, plus je vais m'enfoncer avec vous dans les recoins de cette plateforme, et plus, on va se traumatiser encore davantage. Et par exemple, on va y trouver des trucs très gore, trop gore, partagés partout, des enregistrements de meurtres, des tueries de masse, tout ce genre de catalystes vraiment terribles, on peut le retrouver ici, et parfois partagé sans la moindre réaction de la part des modérateurs. Déjà, en premier, je suis tombé sur un post intitulé « Pack de démarrage gore subreddit ». Ouais, alors ok, le nom est un petit peu drôle, genre pack de démarrage, c'était un peu comme si c'était une sorte d'étape à franchir pour accéder à d'autres niveaux encore plus glauques, genre c'est le premier niveau. Et c'est horrible en fait que ça existe ce genre de choses, un pack de démarrage pour les débutants. L'utilisateur poste une photo regroupant les vidéos les plus glauques et les plus basiques d'après lui d'internet, ou en tout cas de la plateforme. On n'y voit que des images, ok, mais ce sont déjà des images de personnes filmées et enregistrées qui sont déjà bien au-delà du tolérable. Ce sont des personnes qui sont parfois en train de mourir. Sur l'une d'elles, on distingue vaguement une personne debout sur la voie ferrée face à un train qui fonce droit sur elle. Sur une autre, on aperçoit un cartel mexicain, et je vais pas détailler plus que ça. Donc au total, il y a 8 photos qui parlent toutes de moments glauques et de meurtres. En bas du post subreddit, il y a beaucoup d'utilisateurs qui commencent à expliquer et à raconter plus en détail ce qu'on pourrait voir et ressentir en regardant ces vidéos. Un peu comme s'ils nous expliquaient un truc banal, un truc classique, un peu comme un cours de maths, alors que ça touche au décès des personnes. L'un des utilisateurs commence alors à décrire 2 vidéos. La première, on verrait un homme se faire arracher la tête très lentement avec une arme blanche, tandis que sur l'autre, on verrait un homme dans le désert qui se ferait exécuter. Un autre utilisateur va répondre en expliquant que la vidéo de l'homme dans les bois avec l'arme blanche avait été son tout premier contenu gore, et qu'il considérait ça comme un début intéressant. Alors ouais, ce genre de propos va falloir s'y habituer parce qu'il y a des échelles de valeur pour ce genre de contenu, et d'après les personnes qui sont concernées, c'est normal et classique d'avoir des échelles de valeur. Juste après, j'ai pu lire un deuxième commentaire qui disait que il trouvait étrange, presque drôle de voir à quel point tout le monde, lui y compris, restait insensible lorsqu'un travailleur tombait dans une machine et se faisait déchiqueter. Pourtant, et je le cite encore une fois, il lui suffit de voir un corps humain se plier de manière anormale pour ressentir un profond dégoût. Un peu en dessous, quelqu'un va répondre à son commentaire en précisant qu'il ne pense pas que tout le monde fasse ou apprécie ce genre de choses. Et c'est vraiment très mitigé. Les gens envoient des signaux contradictoires, on lit de tout, et on est vite dégoûté parce qu'on découvre et on apprend de ces gens. Par exemple, une autre personne disait que ça ne le dérangeait pas de constater et de regarder ces horreurs, mais qu'il estimait que les consommateurs de ce type de contenu donnent toujours l'impression de s'être volontairement désensibilisés à la souffrance humaine. Mais vu que tout le monde a donné son avis, je vais aussi me permettre de donner le mien, évidemment. Et pour moi, les consommateurs et les vrais passionnés de ce genre de contenu trash, ont clairement un problème. Désolé, mais c'est comme ça. Et attention, je dis toujours ça avec respect et bienveillance, ça fait bientôt 2 ans que je la chaîne, j'ai toujours pris ce parti respectueux, mais je veux me moquer de personne, et c'est juste que y a rien d'humain dans ce qu'on va consommer quand on cherche ce genre de contenu. D'ailleurs, il y a pas mal d'utilisateurs qui le mentionnent, comme précédemment dans les commentaires. Il y a des personnes qui regardent ça juste pour voir des gens mourir, juste pour voir des gens se faire torturer, décapiter, et du coup, ça vient déshumaniser la personne. Alors,
les personnes qui filment et tout, bien sûr qu'eux, ils sont bien au-dessus. Mais la personne qui consomme volontairement, attention, parce que tomber dessus de manière aléatoire, c'est différent. Et consommer ça volontairement, c'est mettre un premier pied dans la porte. C'est ça le souci. Mais malheureusement, ça s'arrête pas là. En tapant simplement gore sur Reddit, on tombe sur une immense liste de vidéos horribles, sans aucune difficulté dans la recherche. Et s'il vous plaît, je me répète, mais ne le cherchez pas. Il suffit d'écrire un seul mot, de scroller un peu, et le contenu apparaît entre deux subreddits normaux. Parmi les presque 100 vidéos que j'ai pu trouver, on va voir de tout. Je vais pas donner plus de détails, je vais évidemment pas montrer de vidéos non plus, mais ce qui est vraiment terrifiant, c'est la facilité d'accès à ces vidéos. Et j'ai jamais consommé ce type de contenu de ma vie, et je peux imaginer que quelqu'un qui tombe là-dessus par hasard, sans s'y attendre, peut être pris au dépourvu au minimum. Alors attention, ce contenu, et je le sais, il n'a rien de nouveau, ça existe depuis longtemps, ça a toujours circulé sur internet, notamment sur le darknet, si on cherche au bon endroit, on peut trouver facilement ce genre de choses, mais il y a même certaines personnes qui iraient jusqu'à payer d'énormes sommes, attention, je parle pas de 50 €, pour se procurer ce genre de contenu. Mais c'est là le souci de Reddit, quand on creuse un peu, la plateforme elle est bien moins contrôlée que d'autres réseaux sociaux, comme YouTube, comme Instagram, et la gestion de Reddit est très critiquable et très critiquée d'ailleurs. Reddit ça permet de publier anonymement, ça peine à être modéré, il y a des modérateurs mais ils ne sont pas partout, et même aujourd'hui c'est pas rare de voir passer un post problématique sans restriction et sans sanction, et par problématique j'entends ce que j'ai parlé jusque là au début de la vidéo. Alors imaginez juste en 2011 quand la modération était quasiment inexistante et que les vagues de contenu dangereux pouvaient se répandre sans aucun obstacle. Et surtout le deuxième problème ce sont les consommateurs. J'ai trouvé un subreddit où quelqu'un parlait d'une vidéo intitulée Pas de pitié au Mexique, vidéo sanglante. Et devinez quoi, rien qu'en mentionnant ce titre, rien qu'en vous le disant, il y avait des milliers de commentaires dessus qui suppliaient l'auteur d'envoyer la putain de vidéo. Il y en a même qui le harcelaient littéralement pour qu'il la partage, et même lorsqu'une personne expliquait avoir déjà vu beaucoup de vidéos de ce type-là, et qu'en parlant de celle du Mexique, il disait que c'était une des pires, ça ne changeait rien, ça a même attisé la curiosité des gens, et il y avait beaucoup de personnes qui voulaient absolument la voir. Et même après son message de prévention contre cette vidéo, et ce type de contenu d'ailleurs tout court, certains ont carrément répondu à son commentaire en lui demandant de leur envoyer les autres vidéos qu'il avait mentionné avoir vues. À ce stade, ça montre clairement le vrai visage de la communauté, et c'est effrayant et c'est dangereux, parce que oui, ces personnes sont bel et bien addictes. Et comme dans toutes les addictions, plus on consomme, moins on ressent la dopamine. C'est logique, c'est normal. Alors faut toujours aller chercher plus loin, aller chercher plus, et ça s'applique aussi là-dessus. Des choses plus gore, des choses plus violentes, jusqu'à tomber dans le gore extrême. Et l'étape encore plus inquiétante, l'étape d'après, c'est quand cette escalade de gore ne suffit plus, qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que les gens cherchent à obtenir? Il y a certains qui vont vouloir franchir la barrière de l'écran, et là on touche un sujet sensible, commettre ces atrocités dans la vraie vie. Nero10. Alors là, on va rester sur un cas d'atrocité, mais un petit peu différent, parce qu'il y a un cas qui semble particulièrement s'y connaître, et qui est le redditeur Nero10. Tout ce que l'on a vu jusque-là, on parle d'atrocité, certes, mais là on va voir une atrocité un petit peu différente. Et on va s'intéresser à un redditeur qui s'y connaît particulièrement bien. C'est le redditeur Nero10. C'est une personne qui paraît plutôt normale au premier abord, rien à signaler. Il est actif sur Reddit depuis 2014 et il partage parfois des bribes de sa vie sur le forum. Il a même créé d'ailleurs 2 subreddits avec son compte. Le premier, comme je l'ai mentionné, remonte à environ 2014, et donc il y a plus de 11 ans. Dans ce post, il raconte avoir travaillé dans un cinéma où il a croisé pas mal de personnes qui lui ont fait détester son métier. Et quand je dis détester, c'est au point qu'il déteste travailler de manière générale. Il explique par exemple qu'un jour, il était en service et qu'un vieil homme a uriné dans une de ses poubelles. Il va aussi raconter son expérience chez AMC où les clients se plaignaient sans arrêt des prix, un peu comme si c'est lui qui les fixait, sauf que évidemment, c'était pas le cas. Bref, c'est une série de petites anecdotes et d'avis personnels sur des situations qui l'ont marqué et qui l'ont complètement blasé du travail. Par contre, ces posts, eux, semblaient bien fonctionner. Il a trouvé sa petite communauté avec qui il discute d'ailleurs de ses expériences, de leurs expériences, mais c'est pas tout. On le voit aussi qui échange sur des sujets plus légers, avec par exemple des questions du genre « Quel est ton film préféré ? Quel est le premier film dont tu te souviens avoir vu au cinéma ? Ou alors tout simplement, quel âge as-tu » Contrairement à ce qu'on pourrait croire, à ce qu'on pourrait penser, et ce que la bienséance nous dit, ça n'a pas vraiment toujours l'air de déranger. Par exemple, il a répondu sérieusement qu'il avait 19 ans et que son premier film était Toy Story 2 et qu'il est un garçon. Ok, tout ça ressemble presque à une séance de thérapie. Un groupe de personnes, certainement solitaires, ou en tout cas qui peut-être n'ont pas beaucoup de personnes à qui parler à l'extérieur, en tout cas parler de ses déviances, qui apprécient le fait de parler de tout et de rien et d'avoir un semblant de contact humain. Ils échangent normalement, poliment parfois, sans jamais manquer de respect, et ça malgré le fait qu'ils ne se connaissent pas et ne soient pas amis, au début en tout cas.
Mais bien que ce soit un groupe tranquille et agréable, oui certes au début, ça reste malgré tout un monde virtuel. Certains finissent leur discussion, ferment leur téléphone et vont ensuite affronter la vraie vie à l'extérieur, peut-être même sans jamais revenir de nouveau sur le subreddit. Tandis que d'autres vont continuer de scroller sur les réseaux pendant un bon moment avant de le poser à leur tour. Après tout ça, il n'y aura plus aucun post ni message de Nerodis pendant plus d'une année entière. Et ce silence mènera certainement à ce qui est le dernier message de sa vie et de son compte Reddit. Nerodis fera donc son retour avec un post extrêmement inquiétant, au point même que la simple lecture de ces mots me donne des frissons encore aujourd'hui. Le message disait: je marche actuellement vers la rivière de Los Angeles et je vais sauter. En attendant, n'hésitez pas à me partager des anecdotes drôles. Il insistera ensuite sur le fait qu'il veut vraiment des histoires authentiques. Il précise qu'il souhaite des trucs vécus uniquement par les redditeurs eux-mêmes ou bien par un de leurs amis qu'il connaissait, mais en tout cas quelque chose de concret. Et juste de quoi lui arracher un rire jusqu'à ce qu'il atteigne le pont. Puis, pour donner l'exemple, il commencera lui-même en racontant sa propre histoire. Il commence à dire qu'à 16 ans, il faisait partie d'un groupe et il donnait un concert dans un quartier très ghetto. Ils ont déchargé tout leur matériel, ils l'ont rangé dans ce qui pensait être un hangar sécurisé en attendant le concert. Plus tard dans la soirée, ils sont partis déjeuner avec le propriétaire pendant 1 heure à peu près, et à leur retour, le hangar avait été cambriolé et une grande partie de leur matos avait complètement été volée. Il donne un peu plus de précision, comme quoi il s'était fait voler 2 amplis, un micro, un pédalboard, une guitare, 2 basses, donc quand même beaucoup de matos. Et d'ailleurs, les voleurs leur ont laissé juste une guitare acoustique, une batterie et un ampli pour le chant. La police a été appelée évidemment, mais elle n'a pas été d'une grande aide. Ils étaient fatigués, ils avaient fait un long trajet pour venir et ils ne voulaient pas rentrer comme ça. Alors ils ont quand même donné le concert en jouant un set acoustique. Bref, ils ont fait appel à un ami musicien du coin pour leur apporter une 2e guitare et ils ont quand même fait leur concert. Ils ont même terminé leur spectacle en dédiant une chanson aux voleurs qui venaient juste de les voler. Bref, ils ont quand même réussi à tourner la situation en rigolade et ils ont même passé du bon temps cette nuit-là. Bref, les amis, toute cette histoire résume assez bien, malheureusement, et c'est triste, mais elle résume assez bien la vie de ce jeune homme et ça nous permet d'apprendre plus de détails sur lui. Par exemple, on apprend qu'il a 20 ans, qu'il fait de la musique et qu'au moment où il écrit sur ce post subreddit, il est vraiment dans une détresse extrême. Un post d'ailleurs qui est troublant, qui reflète aussi son état mental actuel, et pourtant malgré la noirceur de la situation, il choisit de s'accrocher à un ton léger, presque à la rigolade, préférant partager sa bonne humeur plutôt que de sombrer dans la tristesse et le malheur. D'ailleurs, en racontant son anecdote, on sent chez lui qu'il y a une certaine nostalgie, du bon vieux temps si je puis dire ça comme ça. Et c'est que le début, parce que désormais, nous allons plonger droit dans les commentaires. Après que certains aient été attirés par son post, intrigués par le titre, plusieurs finissent par carrément rentrer dans son jeu, en partageant chacun une anecdote drôle, ou du moins une situation comique qu'ils ont vécue. Le réditeur, quant à lui, ne peut pas s'empêcher de répondre à chacune de ces histoires. Par exemple, il va répondre à un commentaire d'un mec qui va dire « Non mec, c'est trop drôle, j'ai même rigolé à gorge déployée, merci pour l'histoire mon pote ». Et il va continuer de répondre comme ça à plusieurs personnes en disant parfois que les histoires sont nulles, parfois qu'il les trouve sympas. Mais à côté de ces personnes qui ont joué le jeu, peut-être dans l'espoir de créer un sentiment d'empathie avec lui et de le raisonner indirectement, il y avait une deuxième partie de la communauté. Et cette deuxième partie, elle était clairement en panique. Les gens ne voulaient absolument pas qu'il passe à l'acte comme il le disait, et ils lui envoyaient beaucoup de commentaires positifs pour tenter de le raisonner directement. Par exemple, il y a cet utilisateur, Hi I'm Zach, qui lui a envoyé un énorme pavé en expliquant qu'il n'avait pas d'histoire drôle à raconter, mais qu'à la place, il le suppliait de ne pas le laisser gagner, en ajoutant en gros que la vie était belle, qu'il devait penser à son futur et qu'il ne devait pas faire ce qu'il disait qu'il allait faire. Beaucoup de personnes lui ont demandé d'en parler, l'ont interdit de faire quoi que ce soit. Il y avait un petit peu d'espoir d'un côté et beaucoup de désespoir de l'autre. Si certains ne le comprenaient pas, d'autres parvenaient à échanger avec lui, à le comprendre. Bref, ceci n'est qu'un petit résumé de son texte très long, et à cela, Nerodis va lui répondre qu'il apprécie son commentaire, mais qu'une histoire drôle aurait été plus sympa et même mieux. En tout cas, après avoir longuement défilé parmi les commentaires et les avis des gens face à cette situation qui semble de plus en plus urgente, disons-le nous, une inquiétude grandit. On ne sait pas à quel moment il va arrêter de répondre, ni même de lire les messages que les gens lui envoient. On ignore combien de temps durera sa marche jusqu'au fameux pont, et surtout, on ignore ce qui va se passer quand il va arriver là-bas. On a peut-être une idée, mais pas de certitude. Le temps défile, les minutes passent, et les gens sous ce post commencent à stresser de plus en plus. Quelques minutes plus tard seulement, l'utilisateur Nerodis va arrêter de répondre. Les commentaires s'enflamment alors, avec des messages du type « Hey mec, t'es toujours avec nous? J'ai pas encore partagé mon histoire. Allez, réponds. » Ou encore des commentaires comme « S'il vous plaît, dites-moi que c'est une blague. Parce que si c'en est une, c'est pas drôle. Je voulais juste dormir ce soir, mais je peux pas. Quelqu'un dit qu'il va sauter du pont et tout ce qui reste c'est un message Reddit. » Mais après tout cet engouement, après tous ces messages et face à l'absence totale de réponse de la part du réditeur, plusieurs minutes passent.
Plusieurs heures passent, jusqu'à ce qu'enfin, un message apparaisse. Nerodis modifie alors son message initial en y ajoutant une petite phrase qui, à la lecture comme à l'écoute, donne clairement des frissons. Il est écrit mot pour mot. J'ai atteint ma destination. Je vais ranger mon téléphone, j'ai les doigts gelés à cause du froid et c'est donc difficile d'écrire. Merci à tous ceux qui ont publié une histoire et merci d'avoir rendu ma dernière heure un peu plus agréable. Soyez géniaux les uns envers les autres et bonne fête. Et voilà, je vous présente malheureusement le dernier message laissé par l'utilisateur Nerodis qui n'a plus jamais refait surface. Depuis ce jour-là, le mercredi 30 décembre 2015 à environ 1h38 du matin. À la suite de sa mystérieuse disparition, bien qu'il ait clairement annoncé son intention de passer à l'acte, malheureusement c'était presque prévisible. C'est un sujet sur lequel on ne peut pas blaguer et pas jouer autour d'ailleurs. On espère tout de même que tout n'était qu'un simple mensonge, un troll, une blague rassurante. C'est possible, aujourd'hui on ne connaît pas la vérité et j'espère simplement que c'était pas une vérité parce que si c'était une vérité, ça fait mal et je pense que ça peut refléter la situation de beaucoup d'autres personnes. Après la disparition de Nerodis, son post a reçu une deuxième vague de commentaires. Des messages arrivant bien trop tard, mais qui restaient malgré tout très bienveillants. Certains se sont montrés compréhensifs, d'autres exprimaient leur peine, et beaucoup partageaient le même espoir que moi, du fait qu'il soit toujours en vie et que tout cela ne soit qu'un simple prank, une blague ou encore un troll. Et il y avait encore même des personnes qui continuaient de lui envoyer des blagues. Blagues qui, malheureusement, n'obtiendront jamais aucune réponse de sa part. Un commentaire dira aussi que ce post le rend étrangement calme. Cela entraîne tout un débat autour du sujet de la situation, avec une personne qui lui répondra en racontant qu'il adore le fait que cette dernière volonté, si c'était vraiment le cas, soit de les voir rester courtois et solidaires entre eux. Selon lui, c'est une pensée très touchante et il est certain que nous avons perdu une bonne âme. Une conclusion qui au fond n'est pas si déconnante, même avec le peu d'infos que nous connaissons sur la personne en question, parce qu'à la fin, ça reste un être humain. Et là, si vous pensiez qu'il y avait une bonne fin à ce post, je suis désolé. Après une petite recherche, je retrouve ceci. Un article qui mentionne le corps d'un homme qui a été découvert le long de la rivière de Los Angeles, à Long Beach. Dans l'après-midi, la police s'est rendue sur place après plusieurs signalements faisant l'état d'un possible corps dans la rivière, et les restes ont finalement été retrouvés par les pompiers de Long Beach, juste au sud du pont Willow Street. Ce qui pourrait être, en soi, et c'est plutôt probable, le même pont que celui évoqué dans le post de Nerodis. Par la suite, les autorités ont indiqué que la cause du décès n'avait pas encore été déterminée et qu'aucune information supplémentaire n'était disponible. Sauf qu'il y a certains éléments contradictoires qui laissent penser que la personne retrouvée sous le pont n'était peut-être pas la même que celle de Reddit. Déjà dans l'article, la date mentionnée est le jeudi 5 février 2015, alors que le post sur Reddit, lui, a été publié bien la même année, mais à la toute fin, le 30 décembre. C'est donc un point majeur qui laisse croire qu'il ne s'agissait pas de la même personne, mais peut-être aussi que l'affaire s'est déroulée en secret, sans que personne d'autre que les redditeurs en question en ait réellement eu connaissance, et qu'elle n'ait tout simplement jamais été relayée dans les médias. C'est possible, et c'est ça le problème avec Reddit, c'est que tout est possible, et en même temps, rien n'est possible. Mais si vous voulez connaître la véritable raison de toute cette tristesse qu'il habite et la cause même de l'existence de son post sur le subreddit, c'est sa famille. J'ai retrouvé d'ailleurs un commentaire où un utilisateur lui demandait de penser à ses proches, à sa famille, à ses amis, en ajoutant même que le monde a bien plus besoin de toi que tu ne le crois. Ce à quoi le jeune homme, Nerodis, créateur du post, a répondu que justement c'est à cause de ses amis et de sa famille qu'il s'est retrouvé dans cette situation, et qu'il préfère donc éviter le sujet. Avant d'ailleurs de changer brutalement de ton et de lui demander s'il n'aurait pas, par hasard, une anecdote drôle à partager. Et bien que ce post ait beaucoup fait parler de lui et soit d'ailleurs désormais connu par un public bien plus large, c'est avant tout grâce à la sombre communauté du subreddit dépression. Ce subreddit est l'un des plus vastes espaces en ligne consacrés à la discussion et au soutien autour de la dépression. Il a été créé en 2008 et cette communauté rassemble aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de membres à travers le monde. Tous unis par un point commun, ce combat invisible contre une douleur bien présente, intérieure, que peu comprennent vraiment, la dépression. Son objectif premier à la commu est d'offrir un lieu sûr où les personnes en souffrance psychique, parfois plus que ça, peuvent partager leurs expériences, recevoir du réconfort et sentir qu'elles ne sont pas seules. Ça, c'est le cœur du subreddit, de la communauté. À la base, ça sert à ça. Dans ce subreddit, les utilisateurs postent souvent de longs messages dans lesquels ils décrivent leur état émotionnel actuel, passé, peut-être même futur, leurs difficultés quotidiennes, leur traitement ou leur parcours thérapeutique. Il y en a beaucoup qui racontent aussi leur peur, qui s'ouvrent énormément, leur désespoir et qui cherchent simplement à être écoutés par des personnes qui comprennent ce qu'ils traversent. Le plus souvent, les réponses sont généralement empreintes d'empathie, de sympathie, de gentillesse et d'encouragement. Et la communauté veille plus ou moins toujours à maintenir une atmosphère bienveillante et respectueuse.
Mais cet espace, c'est pas simplement un lieu de soutien parce que ça reflète aussi, malheureusement, une réalité crue. Et cette réalité, c'est celle de la dépression qui touche beaucoup de monde. On va y retrouver des témoignages poignants sur la solitude, sur le sentiment d'inutilité, l'isolement social, les pensées parfois suicidaires, comme c'était le cas de notre jeune ami Nerodis, dont on vient juste de parler. Et même si la communauté interdit explicitement tout contenu qui incite ou encourage au suicide, le fait que des milliers de personnes en détresse s'y croisent entraîne inévitablement ce genre de discussion autour de sujets sensibles. Certains messages sont des appels à l'aide déguisés, d'autres sont de véritables déclarations directes de souffrances intenses et parfois d'actes. Ce mélange donne au subreddit une atmosphère lourde et parfois difficile à lire, car il expose sans filtre la détresse humaine. Les modérateurs, eux, font un travail énorme et constant pour supprimer les contenus dangereux, et de deux pour rediriger les utilisateurs vers des ressources d'aide en cas d'urgence. Mais comme sur tout grand forum, évidemment, tout n'est pas parfaitement contrôlable. Ce côté sombre ne se limite pas qu'aux messages individuels. Le subreddit Air Dépression attire parfois des personnes malveillantes ou des trolls qui profitent de la vulnérabilité des autres. Bien que ces comportements soient vite modérés, quand ils sont repérés, ils laissent entrevoir les limites du support communautaire sur le subreddit. Et le truc, c'est qu'en plus, lire en continu des témoignages très lourds, comme on peut en lire sur le subreddit, ça peut tout simplement aggraver l'état émotionnel de certains membres, au lieu de les aider, ce qui est le but à la base. C'est pourquoi beaucoup de modérateurs, et en permanence, enfin souvent en tout cas, ils recommandent régulièrement de prendre des pauses, de consulter des professionnels, et de ne pas considérer le subreddit comme une thérapie. Et ils ont bien raison finalement, parce que, c'est pas le cas. Ça peut aider, mais c'est pas une thérapie. Et malgré ces risques, malgré tout, le subreddit dépression, ça reste une ressource importante pour des milliers de personnes, dans un monde où la stigmatisation de la santé mentale, c'est encore fort, beaucoup de gens le jugent, beaucoup de gens n'y croient pas, ce genre d'espace, ça offre anonymat, ça offre expérience des autres personnes aussi, mais de la propre expérience de ceux qui témoignent, et ça crée un lieu de réconfort pour beaucoup de personnes. Il faut le comprendre. On y trouve aussi des histoires d'espoir, des utilisateurs qui expliquent comment ils s'en sont sortis, des conseils sur les traitements, et même des petits gestes de solidarité, qui rappellent que, même au plus profond de l'obscurité, il existe encore des mains tendues. La communauté reflète ainsi à la fois la douleur de la dépression et la force collective de ceux qui cherchent ensemble à surmonter cette dernière. D'ailleurs les amis, j'en profite pour faire un petit peu mon moralisateur, mais c'est important de préciser et de rappeler que qui que vous soyez, si vous traversez une période difficile, les réseaux sociaux ou les vidéos, souvent ça suffit pas à aller mieux. Oui, ça peut aider, je sais, mais faut pas se limiter à un écran. Au contraire, n'hésitez pas à rechercher une vraie aide, consulter un médecin, un professionnel de la santé mentale, et c'est essentiel parce que ces gens-là sont là pour vous écouter, vous comprendre et vous accompagner. N'oubliez pas non plus, mais là on touche à un spectre plus large, d'aller dehors, respirer, prenez de l'air frais et ne croyez pas tout ce que vous lisez. Et pour terminer, je dirais que pour en avoir vécu beaucoup, même si parfois tout semble sombre, baissez les bras, c'est pas la meilleure des solutions, et il y aura toujours quelqu'un, une personne au minimum, qui sera là, derrière vous. Peut-être que vous ne penserez pas à elle, mais en tout cas elle pensera à vous, elle sera prête à vous tendre la main et à vous soutenir. Donc voilà, vous êtes géniaux, et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Commentez sous la vidéo ce que vous voulez, tout ce qui peut vous faire du bien, n'hésitez surtout pas, et moi je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. C'était Théo, je vous souhaite une bonne nuit. Comme on l'a vu avec l'histoire de Nerodis, sa famille et ses amis étaient la raison, le moteur initial de tout cet engouement et de cette affaire qui a, peut-être ou peut-être pas, bien fini. Mais ce que cela nous a montré, c'est que même si les personnes les plus proches ne sont pas toujours là pour nous, le fameux dicton « il y aura toujours quelqu'un pour toi » prend alors tout son sens. Car Nerodis avait trouvé une véritable communauté, prête à le comprendre, à discuter avec lui, à le réconforter et être prêt pour lui, alors qu'il ne se sentait pas bien. Même si, en réalité, personne ne le connaissait personnellement. Sauf que, malheureusement, à ce moment-là, si tout était bien réel et véridique, c'était déjà trop tard pour le sauver. Du coup, si toi aussi tu veux passer le cap et découvrir BetterHelp, clique sur le lien sous la vidéo, je le mets dans le premier commentaire ou alors tout simplement dans la boîte de description. Donc regarde dans la description ou le premier commentaire épinglé.